La collection Classique 21. Attention, aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la musique dans une séquence qui s'appelle la collection Classique 21. Forcément, voilà un album qui fait partie de cette collection. C'est l'album Back in Black d'AC/DC, un des plus gros best-sellers, mon cher Laurent. 50 millions d'albums écoulés. C'est la deuxième plus grosse vente d'albums rock. Oui, et c'est un album, comme vous venez de le dire, qui est majeur et pourtant enregistré en pleine crise. Ce triste événement, on le connaît tous, c'est le décès du chanteur Bon Scott. Le 19 février 1980, Bon Scott est à Londres. Il donne un petit coup de main en fait à ses amis du groupe Trust. Le groupe antisocial, tu perds ton sang-froid. Ceux-là même. Et Bernie Bonvoisin, le chanteur de Trust, a besoin d'un coup de main pour les paroles en fait de l'album Répression. En version anglaise. En version anglaise. Et donc voilà, ils se donnent un petit coup de main. Ils vont faire une jam ensemble. Ils vont rejouer le morceau Ride On, qui est un morceau d'AC/DC. Mais il y a des traces de ça. Il y a des traces. Il y a un petit enregistrement bootleg, comme on dit. Et donc, après ce moment studio très sympathique, Bon Scott va, comme à son habitude, faire la fête. Il aimait bien ça. Voilà, il se rend dans un espace bar, il passe du temps là-bas, et puis on va le retrouver, malheureusement, alors qu'il est âgé de 33 ans, mort dans sa voiture, enfin c'est pas sa voiture, mais dans une Renault 5, une petite voiture où il est retrouvé. Apparemment, il serait mort soit d'une asphyxie due à ses vomissements, ou alors d'une crise cardiaque provoquée par le froid et l'alcool. Bref, le monde du rock perd à ce moment-là un de ses plus grands chanteurs. Et le groupe AC/DC, dans un premier temps, est sous le choc et pense carrément arrêter. Oui, pendant quelques semaines, c'est vraiment une période d'intense réflexion. Et ce qui va finalement les décider de continuer l'aventure AC/DC, c'est d'une part leur propre famille, c'est une famille de musiciens, donc si, il faut continuer. Mais ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que c'est surtout la famille de Bon Scott qui va venir les trouver en disant « Ok, Bon n'est plus là, mais si Bon avait été là, il aurait voulu une seule chose, c'est que vous continuiez. Et donc, continuez les gars, continuez l'aventure en son hommage et à sa mémoire. » Et trouver un nouveau chanteur. Ce nouveau chanteur, on le sait, ils vont le trouver en la personne de Brian Johnson, qui est à cette époque-là chanteur pour un groupe un peu glam rock britannique qui s'appelle Geordie. Brian Johnson qui, dorénavant, n'est plus la figure de Geordie, mais bel et bien d'AC/DC avec le béret, les mimiques et cette voix extraordinaire. Oui, alors, trouver un chanteur dans un groupe aussi important qu'AC/DC est déjà à ce moment-là, puisqu'ils viennent de sortir aussi l'album Highway to Hell, qui a déjà cartonné, un succès incroyable. C'est pas simple, donc ils vont faire pas mal d'auditions et ils vont tout d'abord rester aussi en famille et tester Stevie White, qui n'était autre que le chanteur qui accompagnait le grand frère au sein d'un groupe qui s'appelait les Easy Beats. Monday morning feels so bad. Everybody seems to... Alors ça ne fonctionne pas avec Stevie White, et donc ils vont tester un autre chanteur qui aurait pu très bien être la nouvelle voix d'AC/DC à travers son grain. C'est quelqu'un qui est déjà une superstar à ce moment-là. C'est Noddy Holder d'un autre groupe de glam qui s'appelle Slave. Et puis finalement, malgré de nombreuses auditions, celui qui va vraiment convaincre, c'est le fameux chanteur avec son béret, celui qui devient alors l'image d'AC/DC, Brian Johnson. Brian Johnson, les voilà tous ensemble, ils ont répété, ils ont des idées, ils se disent on va enregistrer un album. Et les premiers albums d'AC/DC, ils les ont enregistrés à la maison, en Australie. Les suivants, c'était souvent du côté de Londres. Là, ils changent complètement d'environnement, ils partent aux Bahamas. Pourquoi ? Eh bien, en fait, pour changer d'air aussi un petit peu, ils vont s'installer en fait au Compass Point Studio à Nassau. Donc, ce sont des studios qui appartiennent à quelqu'un qui est déjà une légende dans la musique, qui est Chris Blackwell. C'est celui qui a fondé le label Island Records, c'est lui qui a découvert Bob Marley. Bob Marley, absolument, notamment. Et donc, c'est dans ce cadre qui change de ce qu'ils ont vécu auparavant qu'ils vont enregistrer cet album dans des conditions, j'ai envie de dire, un petit peu
empaquetée. Et alors le producteur, je crois que c'est le mari de Shania Twain à l'époque. Oui, c'est Robert Mutt Lange. Mutt, c'est son petit surnom. C'est un grand faiseur de son, si on peut dire ça comme ça, des années 70, des années 80. Et il est ici assisté par l'ingénieur du son Tony Platt, qui connaît très bien le groupe, qui a travaillé déjà auparavant avec eux. Et l'idée, en fait, de cet album Back in Black, c'est d'avoir le meilleur son possible et surtout de capturer en studio le côté énergie brute, l'énergie live, sauvage de ce qu'on retrouve lorsqu'AC/DC se produit sur scène. Alors en face de moi, je n'ai d'autre que notre ami Laurent Riepi, grand passionné de musique. Laurent Riepi qui arrive toujours à dénicher des interviews extraordinaires. Interview d'ailleurs que vous avez eue du fameux ingé son. On en écoute un petit bout. So when we went to do Back in Black, I was determined that we would at least have some room effect. So I was careful to control the amount of leakage from one instrument to the other, but to actually use it and incorporate it as part of the sound. And I had ambience microphones up in the room as well, which I was able to feed in during the mix. Les Bahamas, on imagine, sur papier, c'est formidable. Entre les prises, on boit des cocktails sur la plage. Sauf que les Bahamas, c'est aussi très très chaud, trop chaud pour eux peut-être. Puis c'est rempli de crabes. Alors il y a une légende qui raconte qu'il y a une invasion de crabes dans le studio, qui serait rentrée carrément dans le matos. Bon, finalement, la vraie histoire, c'est juste qu'il y a eu des crabes dans le studio. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'imaginer, effectivement, on a le tableau en tête avec les crabes qui sont là en train d'aller essayer de dérégler le système. Oui, bon, c'est ça, avec les pinces. Non, on ne va pas aller jusque-là parce que là, on en rajoute encore. C'est très rock, mais il faut imaginer que pour eux, c'est aussi quelque chose de tout à fait différent. Auparavant, ils ont travaillé chez eux en Australie, ils ont travaillé dans les meilleurs studios londoniens, et ils se retrouvent aux Bahamas. Alors, aux Bahamas, comme vous l'avez dit, il fait chaud. L'ambiance, je vous l'ai dit, est compactée. Et donc, ils sont dans un tout petit studio où tout le monde sue. Mais c'est voulu, ça, on l'a fait exprès. C'est voulu parce qu'en fait, l'idée, c'est de recréer ce qui se passe dans un petit club ou un club rock un peu presque punk, où tout le monde est les uns sur les autres. Et voilà. Et en fait, à travers cette proximité entre les musiciens, ils vont dégager cette ambiance, cette atmosphère particulière et retrouver donc l'essence même des prestations scéniques d'AC/DC. Encore une fois, un album Back in Black qui est nommé en fonction d'un titre qu'on retrouve. Donc ce titre, on en parle, Back in Black. Et quel morceau, quel riff complètement imparable, inoubliable. Les paroles aussi sont assez incroyables. Il faut dire que le groupe se retrouve dans une situation particulière avec un nouveau chanteur qui rend hommage au chanteur précédent qui a disparu. Et ça va se faire avec beaucoup de volonté, en tout cas beaucoup d'amour aussi pour ce chanteur et de respect, comme nous l'explique ici dans cette interview que j'avais réalisée avec Brian Johnson. Les cloches de l'enfer, si je vous dis ça, tout le monde a compris. Il y a aussi cette plage qui vient ouvrir l'album et ses coups de cloche pour Hells Bells. Alors cette cloche, ce qui est intéressant, c'est que elle apparaît effectivement avec cet album, mais elle va devenir un élément indispensable. Oui, ils vont la prendre sur scène. Voilà, ça devient impossible d'avoir un concert d'AC/DC sans cette cloche frappée au nom d'AC/DC, donc c'est imposant, elle fait pratiquement 1 tonne et ça fait évidemment partie des grands moments du concert lorsqu'ils interprètent Hells Bells. Tout le monde attend ce moment et cette cloche devient un peu l'emblème quelque part d'AC/DC. Alors un emblème plus récent peut-être d'AC/DC parce que c'est un titre qui a connu une nouvelle jeunesse, c'est le titre Shoot to Thrills qui, je le disais, est ressorti en une fois et qui a reconnu le succès grâce au film Iron Man 2. Oui, c'est vraiment une possibilité pour une nouvelle génération à travers ces films de redécouvrir la musique d'AC/DC qui colle particulièrement bien à l'ambiance de ces films de super-héros. Et puis alors, ce qui est assez étonnant dans ce morceau, on le sait moins, c'est qu'il y a une influence du cinéma western. Mais quelle influence du cinéma western ? Eh bien, si je vous dis le bon, la brute et le truand, vous me dites, ok, Clint Eastwood, ok, 1966, mais quel rapport avec AC/DC ? Non, aucun. Voilà, eh bien, le rapport, c'est notamment l'ambiance musicale qu'Ennio Morricone portait en fait dans certaines scènes mythiques de ce film. Et ça parle beaucoup à Angus Young. Et avec le gros plan sur la goutte de transpiration au moment du duel. Tout le monde se regarde, qui va dégainer en premier, ce genre de choses. Eh bien, justement, le moment où il y a cette tension particulière entre 3 personnages,
du film qui sont en plein duel, eh bien à ce moment, Angus Young a voulu le recréer en musique à travers ce Choutrou Thrill. Donc il a écrit un morceau qui pourrait en fait coller à cette scène, et c'est dans cet état d'esprit qu'il a écrit le morceau. On va en arriver au texte. On l'a dit, Brian Johnson a très vite compris l'ambiance du groupe AC/DC, a voulu rendre hommage à l'ancien chanteur Bon Scott, mais il a aussi décidé de garder cette patte un petit peu à la Bon Scott. Cette patte avec le même genre de personnage qu'on peut y croiser. Je pense notamment à un morceau comme Dirty Deeds Done Dirt Cheap, qui a été un des grands classiques dans la fin des années 70 d'AC/DC. Eh bien, on retrouve dans l'album ce même genre d'ambiance, de personnages, d'atmosphère bien particulière, et aussi cette façon de scander, cette façon de parler, chanter aussi à certains moments qui correspond. Et c'est pas facile en fait, vraiment de se mettre dans la peau. Tout en gardant sa patte. Tout en gardant sa propre patte. Et donc il y a vraiment eu quelque part une fusion. Et une fusion avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de respect. Encore respect, encore le deuil au centre de la pochette de l'album. Elle est on ne peut plus minimaliste. Ça s'appelle Back in Black, du noir, on en a à souhait. Alors là, on en a effectivement beaucoup, et ça va être assez frustrant d'ailleurs pour celui qui sera le designer en fait des AC/DC. C'est lui qui va créer ce fameux logo super puissant, des AC/DC qu'on voit partout. Et bien lui, on va lui dire en fait, on a envie d'une pochette noire avec écrit AC/DC. Alors lui, c'est la seule consigne qu'il a. Lui, il a envie de faire des choses évidemment beaucoup plus comme il l'avait fait auparavant. C'est toujours lui qui a travaillé avec eux. Et donc Bob Dufresne est un peu frustré par cette situation, mais il comprend en même temps. Il comprend dans quel état d'esprit se trouve le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce minimalisme absolu va devenir non seulement une marque de fabrique, mais en plus influencer d'autres musiciens. Oui, d'ailleurs, tous les t-shirts qu'on voit des AC/DC ont souvent repris ce principe on ne peut plus simple. L'influence des autres musiciens, c'est, je suppose, Metallica, là ? Effectivement, on est en 1980, 11 ans plus tard, 1991, c'est la sortie du fameux Black Album. Et le Black Album reprend ce concept d'une noirceur presque absolue. Et c'est intriguant parce que quand l'album est sorti, le Black Album, c'était aussi un album qui attirait beaucoup les regards chez les disquaires, tout comme Back in Black. Et donc finalement, c'est devenu une façon de communiquer aussi dans le son de la musique rock, voire parfois clairement metal. Bon, alors cet album, son succès n'est plus à prouver, nous on le sait, mais au début, quand il sort, y en a qui ont un petit peu des doutes, ils se disent tiens, est-ce que Brian Johnson va vraiment être à la hauteur de remplacer Bon Scott? Voilà pourquoi ils sont venus faire des petits concerts, tests un petit peu en Europe pour voir tiens, est-ce qu'il va assurer Brian Johnson, est-ce que le public va répondre positivement à cette nouvelle arrivée? Et c'est ainsi que le tout premier concert de Brian Johnson avec AC/DC se déroule à Namur, on le sait, nous. Il y a même eu les fans qui ont été tellement marqués par cette venue qu'ils ont décidé d'ériger une statue. Il y a eu tout un crowdfunding pour ériger la statue de Brian Johnson à Namur, devant la salle à l'époque où il y a eu le tout premier concert pour représenter cet album, finalement Back in Black. Et alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Brian Johnson est venu à Namur sur place pour parler de ses souvenirs en fait de cet événement qui pour lui est resté dans son esprit. C'était, imaginez-vous, la première fois qu'il montait sur scène avec AC/DC, donc c'était une phase test très importante, donc il avait clairement, et il me l'a dit, la trouille, alors que la salle n'était pas bien grande, c'était un essai. Oui, par rapport à ce qu'ils ont fait par la suite, c'est rien clairement. du tout. Mais voilà, pour lui c'était remplacer Bon Scott, c'était une épreuve, c'était un moment fort de sa vie, et lorsqu'on en a discuté ensemble, il m'a dit à quel point il était finalement plein de gratitude pour le public de Namur qui était venu ce soir-là, notamment avec des pancartes, en disant « Welcome Brian ». Et quand il a vu ça, ça lui a donné l'énergie, la force et l'envie d'y aller et d'y aller à fond. Et ça a certainement aidé à propulser cette carrière absolument incroyable. La collection Classique 21, avec Fanny Gillard et Laurent Riepi.